Bonsoir à tous. Je vais monter là. On est extrêmement content de pouvoir vous accueillir pour cette troisième édition des Regards croisés de la transition énergétique. On va parler ce soir, comme François vient de l'introduire, et va continuer à être présent pour animer la table ronde, de ce dilemme ou de ce paradoxe, je ne sais pas quel sera le bon terme, entre de l'hypercroissance et de la décroissance programmée, parfois de l'hyper-décroissance. On ne voulait pas mettre deux fois hyper parce que ce n'était pas très judicieux, mais en fait, c'est ce qu'on constate quand on parle avec nos clients, quand on parle avec nos partenaires et comment on essaie je dirais, de creuser un peu le sujet avec vous. Donc voilà les 4 enjeux et questions humblement qu'on souhaite explorer avec nos quatre témoins ce soir, apporter un peu plus d'approfondissement, vos points de vue. Et je vais vous inviter du coup à rejoindre. Donc Christelle, est-ce que tu peux nous rejoindre? Erwan, Jérôme, Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté de venir débattre, échanger avec nous. Et je laisse la parole à François. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon, le micro est bien réglé, parfait. Merci encore, on se remercie plusieurs fois, on est très heureux de vous accueillir. On est heureux d'accueillir ceux qui sont présents, qui ont fait l'effort d'être présents physiquement ce soir. Il y a aussi une cinquantaine probablement de personnes à distance qui nous suivent en live. Donc je le redis, même si j'avais ma tête sur la vidéo tout à l'heure, François Crème, je suis manager sur les sujets de transition énergétique avec Jean-Philippe notamment, et plein de gens aussi présents dans cette salle chez OnePoint. Et on a le plaisir donc d'animer cette nouvelle édition des Regards croisés. On est heureux de vous accueillir et on espère justement, même si la question elle a été volontairement poussée dans un dilemme entre hypercroissance, hyperdécroissance, l'idée, au-delà du dilemme ou peut-être des termes comme ça qui font un peu le buzz, c'est aussi d'apporter justement toute la complexité, toute la nuance, toute l'intelligence et ne pas être a priori dans l'opposition, puisqu'on est à peu près tous convaincus, je pense, ici ce soir, que ce n'est pas en opposant des visions dans le mix énergétique qu'on va y arriver, mais c'est plutôt en les emmenant et les embrassant tous ensemble. Donc, avant de lancer les débats, je me permets rapidement de vous présenter, comme ça vous laissera encore un peu plus de temps de parole pour vos interventions. Donc, Christelle Verquin, vous êtes déléguée générale de France Hydrogène, l'instance représentant la filière hydrogène en France, et en particulier dans les sujets aujourd'hui sur l'hydrogène bas carbone ou décarboné. Et justement, votre association joue pleinement ce rôle de catalyseur de la filière hydrogène bas carbone en France. Hydrogène, vecteur énergétique prometteur à l'heure de la transition énergétique. Donc, merci encore d'être parmi nous. Erwan Boumar, vous êtes directeur général d'énergie partagée, donc à la fois association, modèle aussi coopérative, un modèle déjà innovant et alternatif dans la transition énergétique au service de la promotion d'énergies renouvelables citoyens, qui permettent donc de faire émerger, croître des projets sans opposer, peut-être pour plus de durabilité. Et vous aurez justement l'occasion de nous dire ce soir en quoi ces projets sont citoyens et en quoi cela change. Jérôme Chambin, vous êtes membre du COMEX de GRDF, en charge du développement, du marketing, de la communication et du développement. Si besoin de le rappeler, GRDF opère le réseau de gaz en France et donc à ce titre le principal distributeur de gaz et le troisième mondial, si je ne dis pas de bêtises en termes de kilomètres de réseau. Votre entreprise, qu'on peut le qualifier presque d'historique ou de séculaire, distribue encore majoritairement du gaz naturel, mais est pleinement tournée depuis plusieurs années, et je suis bien placé pour le savoir, vers le développement des gaz verts, une question de survie à la fois pour l'entreprise et tout simplement pour le climat. Et vous avez encore renforcé votre engagement il y a moins d'un mois, puisque vous avez lancé un nouveau projet d'entreprise, tout simplement appelé Mission Décarbonation, que j'ai eu la chance de suivre de près. Donc vous aurez aussi l'occasion de nous en dire un peu plus ce soir. Et Olivier Beau, vous êtes fondateur et président d'Energy Pool, une entreprise française pionnière sur le marché de la flexibilité, aussi appelée Demand Response en anglais, permettant l'équilibrage du réseau électrique. Votre entreprise est en très forte croissance en France et à l'international et au cœur des enjeux abordés ce soir et va désormais plus loin que sa raison d'être initiale, puisque vous vous positionnez maintenant sur la gestion et l'optimisation des systèmes énergétiques complexes, de la consommation, de la production ou du stockage, pour que nos systèmes énergétiques soient plus intelligents, résilients et décarbonés, et autant d'adjectifs qui seront, j'espère, ce soir représentatifs de nos débats. Donc, sans plus attendre, je commence tout simplement par la première question. Justement, entre ces dilemmes, entre ces questionnements qu'a introduit Jean-Philippe,
Aujourd'hui, peut-être que je vais commencer par vous, Christelle. Comment finalement, avec votre filière, comment vivez-vous ces dilemmes finalement, ce dilemme d'hypercroissance, d'hyperdécroissance dans votre organisation et dans vos filières? Et quels sont vos enjeux finalement auxquels vous êtes confrontés, les stratégies que vous projetez pour y voir un peu plus clair à clair et moyen terme dans la transition énergétique? Allumez le micro. Bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Ce qui est intéressant probablement dans la filière hydrogène, c'est justement qu'elle est au croisement probablement des réseaux et des systèmes énergétiques. Et donc peut-être ce qui pourrait en guise de préambule être rappelé, c'est la place que va prendre l'hydrogène dans cette transition et du coup en quoi elle est archétypale de ce qui conjugue, disons, décarbonation. Donc là, on va parler des accords de Paris, en effet, de la transition vers la neutralité carbone à 2050 et du coup ce que ça requiert, c'est-à-dire sobriété, moins de consommation, efficacité et plus d'électrification. Donc ça, je vous renvoie vers les scénarios de RTE. Il n'y a pas de mystère, mais plus d'électrification, c'est aussi la massification des énergies renouvelables. Et c'est là que, d'une part, l'hydrogène intervient, puisque c'est un moyen de stockage de l'énergie électrique qui est souvent qualifiée d'intermittente, en tout cas moins pilotable. Donc l'hydrogène joue ce rôle de stockage de grande quantité, intersaisonnier. C'est son premier rôle. Son second rôle, c'est quand on parle de plus d'électrification, eh bien, il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont pas évidents à électrifier. Donc typiquement, on parle de mobilité. Vous avez parlé des bornes de recharge électriques pour les voitures. Si on pense aux poids lourds, si on pense aux avions, si on pense aux bateaux, aux engins de chantier, aux trains, voilà, ce sont des mobilités qui ne sont pas toujours évidentes à faire fonctionner strictement avec une batterie électrique. Dans l'industrie également, on se rend compte que il y a la capacité à électrifier un certain nombre de procédés industriels, mais pas tout. Et donc, il y a des enjeux de modification des procédés industriels. Et enfin, l'hydrogène lui-même est déjà utilisé dans l'industrie à certains égards. C'est de l'hydrogène dit d'origine fossile. Il est produit majoritairement à partir de gaz naturel ou de pétrole ou de charbon. Et en fait, dans les produits, dans les engrais azotés, par exemple, pour les fabriquer ou pour désulfurer les produits pétroliers. Et dans ce cadre-là, l'objectif, c'est de transformer cet hydrogène qui est qui produit beaucoup d'émissions à sa fabrication par de l'hydrogène qu'on dit improprement probablement décarboné, mais renouvelable ou bas carbone, qui lui, du coup, permet de baisser les émissions du secteur. Et donc, voilà, on participe dans la filière hydrogène, disons, à ce fort besoin d'électrification. On a besoin de beaucoup d'électricité si on produit de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone, majoritairement par électrolyse. Donc, en fait, on a besoin de cette forte croissance de l'énergie primaire, d'électricité primaire disponible. En même temps, on constate une forte croissance dans l'industrie, donc la réindustrialisation que permet l'hydrogène. Et en même temps, voilà, la décroissance d'un certain nombre d'autres secteurs, et en particulier les secteurs de type pétrole, gaz fossile. Voilà. Merci Christelle. Je crois justement, Jérôme, que vous vouliez aussi introduire le sujet entre hypercroissance ou décroissance programmée et peut-être même jeter un pavé dans la mare. Non, pas jeter un pavé dans la mare. Je pense qu'en tant que représentant du réseau de distribution du gaz naturel, 200 000 km de réseau en France, j'étais plutôt là pour parler de la décroissance programmée. Et en réalité, on a une vision un peu différente. Et cette vision, elle est d'ailleurs partagée par un rapport qu'a fait la CRE l'année dernière, en 2023. C'est qu'en réalité, les énergies, les réseaux énergétiques sont complémentaires, se soutiennent l'un l'autre, et qu'il y a, et c'est la CRE qui le dit, pas GRDF, il y aura besoin en 2050 d'un réseau de gaz à peu près équivalent à celui qu'il est aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de décroissance de ce réseau. Il faudra baisser les volumes. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je parlerai plutôt d'hypertransformation. C'est-à-dire que nous, pour le coup, on a une conviction que l'on a déjà depuis plusieurs années, puisque dès 2018, on avait mis en marche l'entreprise vers le gaz vert. En 2018, c'était infini-décimal. Aujourd'hui, c'est 12 TWh. Alors certes, ça ne représente que 4% de la consommation française de gaz, mais c'est l'équivalent en termes de puissance de 2 réacteurs nucléaires. Et on l'a mis en place en 10 ans. Nous, on pense que de toute façon, du gaz, on va en avoir besoin. On a la conviction, par contre, que ce gaz, il ne peut plus être du gaz fossile. Ça, c'est certain. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette affirmation ? Ça veut dire une hypertransformation. Hypertransformation, pourquoi ? Il va falloir
qu'on change d'état d'esprit et qu'on accompagne nos clients vers des volumes plus faibles de consommation. Effectivement, il y aura une décroissance, pas forcément du nombre de clients, mais des volumes consommés, c'est absolument nécessaire. La deuxième hyper-transformation, ça va être, bien évidemment, la mise en place de la capacité de production de ce gaz vert. Aujourd'hui, je vous disais, 12 TWh, c'est encore très faible. 2030, l'objectif, c'est 20% de notre gaz. On passera de 4% à 20%. On sera à 60 TWh, fois 5. Et on le sait, on a en France cette chance d'avoir la capacité à couvrir 100% des usages du gaz avec des gaz verts. Et là, je le dis bien des gaz verts, parce qu'il y a plusieurs technologies qui permettront de s'ajouter au fil des ans qui vont arriver. Et on sait, et là, c'est une étude qui avait été faite par l'ADEME, mais il y a aussi des associations comme WWF ou Negawatt qui ont fait des études et qui disent effectivement, la France a cette chance, et ce n'est pas vrai dans tous les pays européens, mais la France a cette chance d'avoir la possibilité de fournir 100% des usages imaginables en 2050 avec des gaz verts. Et puis, enfin, la troisième transformation que l'on doit mettre en œuvre, elle est très importante, c'est l'inversion du flux de gaz. En réalité, tout le réseau de gaz en Europe a été conçu pour que le gaz arrive depuis des pays étrangers, on sait tous, la Russie, la Norvège, l'Algérie, les États-Unis en bateau, vers le consommateur. Et toute la structure de notre réseau a été conçue dans ce sens-là. Demain, le gaz vert, il sera produit localement. Beaucoup par nos agriculteurs, mais parfois par les stations d'épuration des eaux, par des centrales pour gérer les biodéchets. Et donc, on va devoir aller chercher maintenant le gaz produit partout sur le territoire et le ramener au consommateur, voire même le faire remonter sur le transport pour aller le stocker pour pouvoir l'utiliser l'hiver quand il est produit l'été. Donc on inverse complètement le flux de gaz et là aussi c'est une transformation absolument majeure pour GRDF. Donc en fait, décroissance, croissance, on ne sait pas. En tous les cas, transformation, ça c'est une évidence et c'est vraiment l'enjeu majeur qui nous est imposé par cette transition énergétique qui est absolument nécessaire. Merci pour la précision. Et Olivier, justement, après le contexte plutôt gazier avec Christelle et Jérôme, justement, comment vous vivez cette hyper-transformation aussi dans le monde de l'électrique? Si je parle de la filière, on entend là? Oui. Et pas d'énergie pool. Je vais parler du monde, malheureusement, parce que la France, c'est que 1,5% du CO2 mondial. Donc il y a déjà du boulot. Mais on essaie d'avoir un impact et notre entreprise travaille déjà dans 15 pays du monde et bientôt dans 30. Et si on prend un peu de recul, le sujet sur lequel on travaille, en gros, l'énergie, c'est 35 milliards de tonnes de CO2. La planète peut en digérer 8. Donc, c'est déjà 4 fois plus que ce que peut digérer la planète. Si on prend les prévisions du FMI sur la croissance de la population et du PIB, ça veut dire que si on prend la situation d'aujourd'hui, ça va être 2,5 fois de plus. Bon, donc, quelque part aux environs de 80-90 milliards de tonnes. Donc, la division, elle n'est pas par 4, elle est par 10 en tendanciel. D'où la remarque de tout à l'heure, comment ça se fait qu'en investissant tant, le CO2 continue à monter? Ben oui, parce que population et PIB. Aujourd'hui, sur les 10 dernières années, la planète a investi à peu près 0,5% de son PIB dans la transformation. Pour que ça marche, il faut passer à 5% du PIB. Alors, comme il y en a qui ne mettront rien parce qu'ils n'ont rien, ça veut dire que nous, il va falloir qu'on en mette un paquet. Donc là, on est en milliers de milliards. Pour passer de 70 ou 80 milliards de tonnes à 8, divisé par 10, en gros, il y a deux moitiés. Il y a une moitié, c'est diviser la consommation par 2, efficacité énergétique et sobriété. Et avec ça, il nous reste encore 40 milliards. Et l'autre 40 milliards, c'est que l'énergie qui reste, faut qu'il n'y ait pas de carbone à l'intérieur. Et donc là, c'est nucléaire et renouvelable, avec tous les moyens qui vont permettre d'y arriver, l'hydrogène, le stockage, etc. Du coup, on va vers un système très, très compliqué et dans un système qui est à coût fixe. Les systèmes charbon, gaz, fuel étaient à 70% à coût variable, à 30% de coût fixe. Les nouveaux systèmes, une fois qu'on les a construits, c'est tout à coût fixe. Ça veut dire qu'il faut énormément travailler au niveau de la conception, depuis les mix, les programmes énergétiques des pays,
au local, parce que les décisions qu'on prend maintenant, elles décideront de 80% du coût des 20 années qui viennent. Donc, enjeu sur la conception, enjeu sur les opérations pour faire ensuite que ça marche. Juste un chiffre qu'il faut avoir en tête. Hein. On dit le renouvelable, ça marche pas mal, et tant mieux, d'ailleurs, il en faut beaucoup. Dans l'hémisphère nord, jusqu'à 15-20% de vent et de soleil, ça se passe pas trop mal. Au-dessus, c'est pas du tout linéaire. Si on va à 100% de vent et de soleil, la France a 8% du temps où il y a une synchronisation entre l'offre et la demande. On prend le profil de la demande d'aujourd'hui, on met une capacité infinie de soleil et de vent, il y a 8% du temps où P égale C. Donc, alors qu'on vient d'un système où 100% du temps, P égale C, puisqu'avant, on avait des machines pilotables. Donc, l'enjeu sur ce métier-là qu'on est, c'est aider à concevoir ces systèmes le mieux possible. Et puis, une fois que c'est en place, comment est-ce qu'on arrive à les faire fonctionner avec des batteries, de l'hydrogène, de la flexibilité et tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Merci Olivier pour l'introduction. Erwan, pareil, même question finalement sur les hyper-transformations que vous constatez peut-être aussi à des échelons parfois plus locaux. Le local est beaucoup plus petit. Parce que nous, notre hypercroissance, c'est de passer de une personne à une centaine aujourd'hui en moins de 10 ans, mais c'est une transformation sociétale assez forte. Énergie partagée, en fait, l'objectif, c'est d'intégrer les populations, les citoyens, les collectivités dans la maîtrise de leur choix des énergies non renouvelables locales. L'objectif, c'est pas uniquement d'aller chercher les citoyens pour financer les énergies renouvelables, ce que fait le crowdfunding, mais c'est aussi d'impliquer les citoyens dans la construction, le choix. Est-ce que je veux de l'éolien? Est-ce que je veux du solaire? Est-ce que je veux de la méthanisation sur mon territoire? Comment je construis ces actifs-là et comment, sur les 20 ans devant nous, je les exploite. Et du coup, on est parti d'une situation en 2010 où il y avait énormément de militants citoyens qui ont commencé à être les pionniers sur quelques projets, après 2015, la loi ENR qui a permis en fait aux collectivités d'investir dans les projets directement, une dynamique portée par des collectivités où là, l'ADEME, les régions ont fortement financé cette transformation sociétale, parce que l'objectif, c'est pas uniquement de faire de l'ENR. Nous, on est dans une démarche négawatt, c'est aussi, avec cette excuse de faire de l'ENR, de discuter de la transition énergétique sur les territoires. Et donc d'embarquer les gens sur les scénarios négawatts, diminution des consommations et optimisation. Et donc on a vu entre 2015 et 2020 une dynamique très forte portée par les collectivités. Et puis depuis 2020, avec notamment sur l'éolien des freins assez classiques des citoyens, sur le développement, des acteurs privés venir vers nous en disant « Ok, la commande locale, en fait, c'est de faire des projets où une partie de la gouvernance est en local. » Et donc, ça nous intéresse, nous, de développer dans nos modèles économiques du co-développement. Et donc, c'est nos enjeux, en fait, depuis 4-5 ans. Et du coup, ça démultiplie complètement nos besoins de financement, nos besoins aussi de ressources, on en parlera tout à l'heure. Et ça révolutionne aussi notre petit écosystème quelque part associatif, parce que l'hypercroissance, c'est un très très gros mot. Pour une association, c'est Burke. Et donc, c'est de se dire, comment on fait de la croissance tout en ayant un discours de maîtrise de nos enjeux, de nos ressources, et tout en faisant attention d'anticiper aussi les risques politiques. Une association, énergie partagée association, on est financé à 50% par les politiques publiques, nationales ou régionales, qui sont très volatiles. Donc, on ne peut pas se projeter comme une entreprise classique sur on a les ressources qui vont être là pour former les élus, pour former les techniciens pendant 10-20 ans. Non, alors ça, la politique publique, tous les 2 ans, est rebattue à chaque mandat. Donc, on a un besoin très très fort et en fait des ressources qui sont complètement aléatoires. Heureusement, à côté, on a des acteurs financiers
qui nous poussent, que ce soit les citoyens, puisque là, aujourd'hui, Énergie Partage d'Investissement, c'est à peu près 40 millions, on lève 4-5 millions par an, mais on a l'épargne salariale, des fonds comme Mirova, comme les mutuelles asset management, qui nous suivent pour nous financer. Et donc là, en fait, nous, il faut qu'on développe ces nouveaux projets-là et qu'on embarque les populations un peu partout de façon efficace. Parfait, merci. Je pense qu'on a fait une bonne introduction globale des enjeux, à la fois les plus macro et les plus micro. D'ailleurs, on n'avait pas fait exprès, vous êtes positionné comme ça, hein, finalement. Pour réussir la transition énergétique, il faut les projets au quotidien et réussir à les monter. Et puis, il faut penser France, État, nation et puis monde. Finalement, peut-être qu'on a un positionnement comme ça, naturel, qui s'est fait sur la table. Le premier thème qu'on voulait explorer un peu plus spécifiquement, maintenant qu'on a dressé globalement les différents enjeux et que vous voyez un peu ce de quoi on peut parler ce soir, c'est le thème justement des contraintes physiques. En